impeccable. Bonjour, ici Feldo. Pour Tonnerre impeccable, j'aimerais parler du combat dans Warhammer. Et commencer par me remémorer Warhammer V1 que j'avais trouvé dans un vide-grenier marseillais dans le quartier du Roi d'Espagne. Il y avait un vide-grenier régulier, enfin tous les ans il y avait ce vide-grenier complètement dingue. Et je sais pas pourquoi, mais là-bas on trouvait des choses folles. J'avais trouvé des numéros 9 des séries Marvel. Comment ça s'appelait? Il y avait Strange. Ça c'est un pote qui avait trouvé des numéros Strange qui les avait achetés. Moi c'était l'autre série qui s'appelait peut-être justement Marvel, je sais plus. Et des petits livres tout petit format qu'on avait trouvé pour une bouchée de pain et qu'on avait fait authentifier chez GG le Chinois. Alors c'était lui qui se faisait appeler comme ça. Enfin je crois en tout cas qu'il a... Je sais pas comment c'est venu, mais en tout cas il y avait ce monument de la BD à Marseille dans les années 80-90 avec la passerelle de chez GG, cette boutique où il était dans une mezzanine. C'était un peu notre monsieur Miyagi. On lui avait montré nos revues, il avait attesté que c'était des vrais, mais il cherchait pas spécialement à les racheter. Et on avait pu revendre ça chez des bouquinistes pas très loin. Des boutiques toutes bleues, enfin, c'était des endroits très mémorables aussi, hein, où on a acheté tous nos Strange à l'époque. Et donc c'est dans ce vide-grenier du Roi d'Espagne que j'avais trouvé aussi d'abord le livre de Warhammer, cet énorme pavé, un vrai grimoire, qui finit toujours, si on s'en sert, par se décomposer et partir en un milliard de feuilles. Et un peu plus tard, j'avais trouvé, enfin je sais plus dans quel ordre, mais je pense que c'était après, j'avais pu aussi acheter un jeu étrange, la marque Citadel, enfin avec entre Games Workshop et Citadel, ils avaient tenté de faire un wargame grand public où on avait l'Empire contre le chaos. C'était du Warhammer Battle, mais avec des hexagones ou des carrés, je sais plus. En tout cas, une carte qu'on déroulait comme un grand plateau de jeu. C'était assez grand quand même. Et avec des règles simplifiées, on faisait une bataille, quoi. C'était un peu bizarre. Le jeu, avec mon frère, on avait un peu joué, mais c'était pas si ouf. Et du coup, j'avais fini par lâcher les socles qui étaient proposés dans ce jeu-là, qui mettaient les troupes par lot de 3-4 qui n'étaient pas très intéressants. Et j'avais racheté des socles individuels dans les boutiques de l'époque. Je sais plus si c'était encore le Crazy Orc Saloon. Non, ça devait être déjà dans... la boutique qui existe toujours, là. Je ne sais plus. Bon, enfin, je vais pas parler trop de Marseille. En tout cas, j'avais racheté des socles pour pouvoir faire du Warhammer Battle avec les quelques figurines que j'avais sous la main. J'avais réussi à me faire prêter des règles de Battle par un ami et tout. Et ouais, c'était plus de l'escarmouche qu'on faisait, quoi. C'était entre du Mordheim et du Battle, mais on s'est fait quelques parties, c'était rigolo. Et donc c'est à cette période qu'on jouait à Warhammer V1, que je faisais jouer, à l'époque, hein, comme beaucoup de MJ, au niveau de l'univers, c'était assez flou. Le livre était bien, il y avait quand même beaucoup d'infos dedans. Et à l'époque, j'aimais bien lire ces gros pavés-là, donc je pense que je l'ai lu plus ou moins en entier, enfin en tout cas toutes les parties utiles, pas tout, mais tout ce qui permettait d'étoffer un peu avec le peu qu'on connaissait de l'univers. D'autant que j'avais pu trouver, en fait, il n'y avait pas que le livre de base, j'avais quelques livres en plus. Et par contre, je lisais pas trop. Les scénarios et les campagnes, ça n'a jamais été trop mon délire, les trucs du commerce là-dessus. Quoi qu'il en soit, comme on n'avait pas internet, on faisait comme on pouvait. Mais en tout cas, même si la vision de l'univers, du coup, piochait beaucoup vers les influences encore avant, quoi, très, très tolkienesque et un peu arthurienne, on jouait et on s'amusait. Et alors les combats de la V1, on y prenait un grand plaisir, je dirais, puisqu'à l'époque, c'était à peu près à cette période où on a joué un petit peu après en tout cas à Star Wars D6, où les combats sont aussi, les rounds c'est des millefeuilles, quoi. Dans chaque round de Star Wars D6, chaque personnage peut faire plusieurs actions, il suffit d'enlever
Si on fait une action, on la fait de manière optimale avec tous nos dés de compétences. Mais si on fait 2 actions, on va juste faire chaque action avec un dé en moins. Mais si on a beaucoup de dés dans ce qu'on veut faire, on peut aller jusqu'à faire 3, 4 actions, etc. Donc une fois que les personnages sont assez expérimentés, on peut avoir des rounds très longs où chaque personnage agit 2, 3, 4 fois. Bon, 4 fois c'est rare, mais 2, 3 fois, easy. Et Warhammer, alors c'était pas pareil. Ça marchait plutôt sur un système de nombre d'attaques. Les personnages standards et plutôt lettrés, tout ça, restaient toujours à une attaque. Mais il suffisait de faire une carrière de guerrier, même assez basique, pour avoir droit à une 2e attaque. Après, il y avait des carrières un peu plus rares, plus avancées, qui permettaient de passer à 3 attaques par round. Et la carrière un peu OP, là, la carrière d'assassin, permettait de passer à 4 attaques. Et peut-être aussi, je suis pas sûr, peut-être aussi Templier. Non, Templier, je crois que c'était plutôt la seule qui permettait d'arriver à plus 40 en CC, un truc comme ça. Et en V1, c'était très puissant. C'était très puissant parce que les 4 attaques, c'était vraiment... il n'y avait pas de malus, quoi. Si on a 2 attaques par tour, on est tout simplement 2 fois plus puissant qu'un personnage qui en a qu'une. Ou presque, quoi. Bon, par contre, les esquives étaient balèzes et tout, mais personne ne pouvait esquiver plus d'une fois, donc ça... On ne pouvait pas avoir 2 esquives, 3 esquives. Mais enfin, quand même, en ayant 2 ou 3 attaques, on devenait beaucoup plus puissant que les autres personnages. Et autre souci, à l'époque c'était plus un plaisir qu'un souci. Il fallait diviser, par exemple si on avait 60 en initiative avec 3 attaques, on divisait par 3. On faisait notre première attaque à 60 en initiative, notre deuxième à 40, notre troisième à 20. Et du coup, on échelonnait, on mettait ça en parallèle et on voyait qui agit. Alors, est-ce que quelqu'un agit à 70 en initiative? Non, personne. Qui agit à 65? Qui agit à 60? Et les combats comme ça pouvaient être très longs et très détaillés. Mais à l'époque, c'était vraiment un truc que j'aimais beaucoup. Et à vrai dire, aujourd'hui, ça pourrait encore me plaire, mais à condition qu'il y ait des choix tactiques vraiment intéressants et qu'on s'approche du wargame. Et c'est ce que je reproche un peu à la V4. Bon, la V2, je ne parlerai pas de la V3 parce que je la connais, je dirais pas que c'est de la merde, mais je la connais juste pas beaucoup. Et j'ai pas l'impression que ce soit mon délire, même s'il y a eu des idées sympas, clairement. En V2, on pouvait avoir plusieurs attaques, mais par contre, c'était utilisé pour un type d'action spécifique, des attaques en chaîne où on perdait en CC, etc. Puis il y avait des histoires de demi-action, action complète. C'était pas mal, franchement le système V2 fonctionne. Son grand défaut qu'il avait repris de la V1, c'était le whoosh-whoosh, quoi, le fait que les personnages démarrent pas très fort en CC et que pendant des tas de sessions, on se contente de lancer les dés pour rater l'adversaire et c'est vrai que c'était un peu pénible. Là, la V4, avec le côté G en opposition, bon, même s'il y a des moments où on peut s'en tirer avec une passe d'armes qui fait les dégâts à personne. Globalement, il y a quand même beaucoup plus de cas où il se passe quelque chose et où quelqu'un est blessé. Ça, c'est plutôt bien. Le système d'avantage, c'est une bonne idée, mais qui peut être difficile à mettre en pratique parfois et qui règle pas tout, quoi. Les combats contre les gros monstres, enfin, quand il y a plusieurs personnes contre une seule, ou il y a quand même plusieurs cas où ça fonctionne pas nickel. Et alors la gestion des lanceurs de sorts, je la trouve vraiment pas intéressante. Le pire étant à ce niveau-là, l'idée de faire des jets en continu, en focalisation longue, et de devoir essayer de faire grimper un seuil de réussite de round en round, ça c'est vraiment atroce, quoi. Alors qu'en V2, le système de magie était différent des autres façons de faire des jets. Donc là en V4, ils ont voulu harmoniser le tout et bouf, on lance un descent classique et ça cherche à harmoniser. Bon, très bien. Le système de magie en V2 me semblait pas dévié au point qu'on soit perdu, quoi. Et il était plutôt intéressant, il permettait de prendre des risques, de lancer plus ou moins de dés. Quand on faisait des doubles, on avait des dés magiques, on pouvait en avoir 1, 2, 3, 4. Mais si on avait 4 dés à lancer potentiellement,
on pouvait avoir intérêt à n'en lancer que 2 pour réussir des sorts simples, puisque chaque dé supplémentaire était un risque accru d'obtenir des doubles ou des triples qui généraient des incidents magiques. Ça fonctionnait, moi je trouve, sans être particulièrement compliqué. Et en fait, le fait que ce soit un système à part, je trouvais que ça donnait même un petit charme à la magie, quoi. En V4, il y a aussi le problème des miracles pour les prêtres qui n'ont pas vraiment de difficultés. Enfin, tout est un peu au même niveau. Et je trouve ça dommage parce que, ok, il y a très peu de miracles qui sont proposés dans les livres de base. Mais du coup, si on veut enrichir et en mettre plus, avec des effets plus faibles ou plus forts, bah, on n'a pas de mécanique vraiment adaptée pour bien gérer ça. Enfin, bon voilà, je suis pas fan de tout ça, mais je vais pas tirer sur l'ambulance. Il y a déjà eu beaucoup de critiques. Et il y a aussi beaucoup de gens qui, je pense, enfin en tout cas il y a des gens qui trouvent que ça fonctionne bien. Donc l'idée là, c'est pas simplement de faire une review du système, mais de voir pourquoi, enfin, les raisons peut-être profondes du fait que ça m'intéresse pas alors que j'aime bien les jeux avec des combats compliqués. Et comment est-ce que je pourrais être tenté d'arranger ça pour m'attabler après. Enfin, déjà, je commencerai par dire que le suivant, si je joue autour d'une table physique ou en virtuel, j'ai pas les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes outils à ma disposition pour faire ce que je veux. Je fais volontiers... Ouais, ce que je veux dire va être faux dans certains cas. Enfin, je donne d'abord le contre-exemple. Pour Shadowrun qui utilise des pelletés de dés, clairement, jouer sur Roll20, c'est très pratique, il mâche le travail, c'est très bien. Si on veut faire du Warhammer by the book, le module de Foundry VTT, et qui en plus semble être bien traduit par une équipe française, là, par le Ratier et sans doute d'autres, je sais pas. Là-dessus, le Foundry, vraiment, ça a l'air très cool si on veut faire du Warhammer à la sauce un peu américaine, en mode Donjons et Dragons sur un damier, ça a l'air top. Mais si on n'est pas là-dedans, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse et que je me sens plus à l'aise pour gérer les combats autour d'une table physique qu'avec du virtuel. Puisque autour d'une table, je peux me lever, décider en un clin d'œil des complexifications ou plus souvent des simplifications que je vais mettre en place à un moment donné, des bonus que je vais filer pour un cas très précis, etc. La gestion des avantages gérée avec des jetons qui peuvent se bouger en moins d'une seconde. Autour d'une table, ça peut aller très vite et ça fonctionne bien. Ouais, sur Roll20, je trouve ça un peu plus pâteau. Et ça ressemble plus en fait sur Roll20 à la façon dont je gérais les combats en fait quand j'étais beaucoup plus jeune et quand je parlais des combats de V1 ou des combats de Star Wars D6. Bah oui, c'était pâteau, mais les combats pouvaient durer, je sais pas, un combat simple pouvait durer une demi-heure, 3/4 d'heure, mais des combats un peu compliqués pouvaient durer à l'aise 2 heures, je pense. Enfin, après, ça peut être des sessions mémorables, hein. Il y a eu une session de Star Wars avec un combat, il y avait 2 PJ plus plein de PNJ qui étaient avec eux, ils avaient une grosse équipe de PNJ, type un peu contrebandier de l'espace, quoi. Et en phase 2, 5 trackers, 5 chasseurs de primes qui voulaient leur mettre le grappin dessus. Et c'est un combat type western qui a duré des plombes, mais qui a été jouissif et mémorable. Donc voilà, ça peut être cool les combats qui traînent un peu si on est dans ce délire-là, mais les envies évoluent aussi. Et maintenant, si un combat doit durer longtemps, je peux le concevoir si les PJ ont à leur disposition des choix tactiques qui font qu'ils vont se dire que, ok, là, à tel moment, on a commencé à remporter la victoire parce que l'idée que j'ai eue a fait la différence, etc. Il ne faut pas que ce soit juste une accumulation de G2D vaguement impactés par des talents ou des compétences qu'on a montées entre 2 sessions, quoi. Et je trouve que Warhammer, malheureusement, c'est beaucoup ça. On a quelques choix du type coup assommant, et encore, ça a été un peu appauvri parce que les talents de ce type en V4, certains sont devenus juste des passifs, quoi, qui augmentent le dégât, la localisation des dégâts, etc. Bon, peut-être que je suis un peu injuste, je suis pas sûr que ça ait tant changé que ça non plus, c'était pas la folie en V1 et V2 sur ces thèmes-là, mais en tout cas, même si je suis pas fan des systèmes comme AD&D ou
ou Warhammer V3 ou le nouveau Star Wars. J'aime pas trop les classes de perso un peu figées avec les arbres de compétences à débloquer, mais du coup ça donne quand même des capacités qui me semblent, hein, j'ai peu pratiqué, mais qui me semblent plus tactiques et plus intéressantes à actionner. Et c'est vrai que dans Warhammer, j'ai pas beaucoup de souvenirs de combats qui ont été autre chose que des guerres d'usure, de DAD. Sauf, et c'est peut-être pour ça que j'aime bien les véhicules, quand le terrain est propice aux manœuvres particulières. Par exemple, en faisant jouer le scénar à la Mad Max, où les PJ sont sur un grand véhicule, une double diligence trafiquée, et puis ils sont poursuivis par des chevaux, des chars et tout, qui essaient de les prendre d'assaut, etc. Ben là, on a des choix de positionnement à faire qui sont importants et qui sont cinématiques aussi. On est à la fois dans du narratif, genre, par exemple, bah oui, il y avait eu un cheval, par exemple, qui s'approche du véhicule par l'arrière, donc des ennemis qui sont sur le point d'essayer de monter sur le véhicule, et un PJ qui actionne j'allais dire le pont-levis, c'est pas tout à fait ça. Enfin, on peut imaginer ça en prend un peu la forme. C'est une porte à l'arrière qui peut basculer de cette façon, quoi, qui s'ouvre vers le bas, et qui du coup assomme le cheval assaillant et son cavalier tombe et tout. Ça, c'est une idée qui est proposée naturellement par le décor, qui peut être actionnable par un jet. On peut demander à un jet d'agilité pour ça, si on veut garder une certaine tension. Mais quoi qu'il en soit, bah, ça reste cinématique et puis ça fait partie de ces moments où on peut se dire « Ah bah oui, mais vu que j'ai eu cette idée, ça nous a permis de reprendre le dessus, etc. » Et c'est vrai que les véhicules, en général, proposent plein de choix de ce type, même au niveau du cocher. Est-ce qu'il va essayer d'accélérer, d'aller tout droit, ou de faire des écarts à droite et à gauche pour éclater les poursuivants, etc. Pour les lieux plus statiques, on peut s'inspirer des films de KPDP pour les délires à la escalier, lustre, monter sur les tables et compagnie. Mais c'est moins naturel. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que sur une poursuite en véhicule, des tas d'idées fusent automatiquement dans un lieu fixe. J'ai tendance à remarquer, mais après on peut pousser avec des consignes narratives, on peut pousser à ça, hein, mais en général, on retombe vite sur des schémas très classiques ou simplement attaque, parade, etc. Peut-être qu'il serait possible de proposer une phase intermédiaire entre 2 rounds, comme une phase de déplacement gratuite qui ferait presque jeu vidéo, mais bon, on est sur des licences, enfin des licences dans le sens comme les licences poétiques, on peut faire un peu de méta pour rendre le jeu plus intéressant aussi. Et essayer de retraduire après en termes narratifs et descriptifs un peu réalistes ce qui s'est passé, quoi. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'entre 2 passes d'armes représentées par des dés, on peut très bien demander aux PJ quelles manœuvres ils vont faire dans la pièce avant la prochaine passe d'armes, en incitant à aller vers de l'acrobatique, entre guillemets. Enfin, l'idée, c'est pas d'en faire des ninjas, mais en tout cas, d'écrire suffisamment la pièce, sans forcément faire un plan, mais juste pour qu'on sache qu'il y a des éléments avec lesquels on peut interagir. Il y a des clichés tellement forts que si on décrit un lustre, quelqu'un va forcément chercher à mettre des ennemis dessous pour leur faire tomber dessus, mais bon, pourquoi pas, ça peut pas, de temps en temps ça passe très bien et c'est rigolo. Mais ça peut être cool de rajouter d'autres éléments de décor régulièrement et de les changer pour inciter à d'autres idées. En tout cas, le lieu clairement, c'est un des éléments qui peut changer la façon dont les combats vont être vécus, sans qu'on ait forcément besoin de toucher trop aux règles. Parce que les règles, elles, alors moi, comme je disais, bon, autour d'une table physique, j'utilise des avantages avec des pions, des jetons qui sont faciles à manipuler. En table virtuelle, j'ai tendance à les faire sauter, ou du moins à les invisibiliser, à les narrativiser. C'est-à-dire que si en début de combat, les PJ ont des bonnes idées et des bons jets, ils vont prendre le dessus sur leurs adversaires et il y aura bien un avantage, mais qui sera traduit par des
des adversaires qui seront parfois un peu temporairement hébétés ou en tout cas des positions avantageuses pour les PJ. Ce qui va leur accorder des bonus, ne serait-ce que qu'en obtenant des positions surélevées, des charges, etc. Donc ça se traduit tôt ou tard par des avantages en termes de dés, de G. Mais inversement, s'ils sont surpris ou s'ils ont des mauvaises réactions initiales ou une grande malchance au dé, c'est marrant que ça fasse partie de l'équation aussi quand même. Dans ces cas-là, c'est les ennemis qui remportent l'avantage. Et plutôt que d'avoir juste un jeton qui leur donne 10%, ils pourront se mettre à deux sur un PJ ou avoir une attaque gratuite. Parfois, je fais des dégâts où c'est juste, quelle que soit ton endurance, où tu prends un des 2-4 points de dégâts par exemple, parce que le combat a fini au sol en mode lutte et tu es aux prises avec un ennemi qui a un couteau avec lui, tu peux pas vraiment l'esquiver. Ça fait forcément du dégât, un truc comme ça, quoi. J'hésite pas à inventer des situations qui ne sont pas prévues dans les règles pour varier au niveau narratif et offrir eux-mêmes éventuellement, même au niveau tactique, ça offre parfois d'autres possibilités. Ça pousse les autres PJ à se positionner, à se replacer différemment et à effectuer des actions auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé au début. Et ça pousse certains PJ à utiliser des compétences auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé ou même qui ne seraient pas forcément guerrières à la base. Plus on varie la façon dont se passe un combat, plus les compétences annexes peuvent prendre de l'importance et réintervenir. Et c'est là aussi qu'une certaine simplification des compétences, même si ça ne touche pas directement au combat, en V4, je comprends beaucoup de choix qui ont été faits, et même si la V4 ne me plaît pas surtout, il y a plein de bonnes idées, je ne dis pas le contraire. Mais j'aimais bien dans la V1 le grand nombre de compétences, même très précises. Genre il y avait des pictographies, des langages secrets, des compétences comme potamologie qui permettaient de connaître les fleuves et leur fonctionnement. C'est assez ouf et j'ai volontiers recours, alors pas sur des one-shots, mais quand je vais sur de la campagne avec des fiches personnalisées où on peut mettre pas mal de compétences, j'aime bien rajouter des petites compétences pas chères, vendues 50 XP ou 75, qui précisent, qui détaillent certaines choses. Donc je remets les pictographies, le fait de connaître les signes écrits par les voleurs, l'armée, etc. Et certaines de ces compétences peuvent parfois proposer des options directes en combat ou avoir une influence indirecte liée au lieu dans lequel ça se passe. Je parlais de potamologie, mais voilà, sur un combat qui se déroule sur des radeaux ou dans des tonneaux façon le Hobbit, le fait d'être calé en potamologie, ça pourrait procurer des bonus dans certains cas. Après, il y a la question des stats d'armes. J'avais commencé à les reprendre un peu. D'autres l'ont fait aussi. Donc, les atouts et inconvénients d'armes sont pas trop mal. On peut améliorer ça. J'aime pas trop l'arme improvisée, c'est un peu trop vague. Donc, j'ai eu un PJ qui se battait avec une pelle. Donc, j'ai fait un mélange entre une arme classique et l'arme improvisée. Mais j'ai aussi rajouté un ou deux atouts d'armes dans ma liste perso qui permet d'affiner un peu certains fonctionnements au niveau des perçages d'armure et autres et tout. Mais là, c'est clairement de la sauce interne qui parle pas forcément à tout le monde. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir des armes qui sont intéressantes dans un cas ou dans un autre et pas simplement des armes qui sont meilleures que d'autres. Mais là-dessus, Warhammer s'en sort pas trop mal, c'est pas le pire. Et ensuite, pour ce qui est de la magie et des miracles en combat, là encore, il y a quelques bonnes idées, comme les bénédictions pour les prêtres bénis. Là. C'est un moyen d'être utile à défaut de mieux, mais enfin, c'est pas dingue non plus. Mais globalement, ces points-là sont tellement énormes et sujets à modification que je vais pas avoir le temps de m'y intéresser maintenant, mais on en reparlera. Donc sur les combats, là, on va en rester là-dessus, et je retiendrai surtout que c'est souvent avec la mise en place de lieux intéressants et mouvants que j'ai pu avoir les combats les plus intéressants, mais aussi en enrichissant la granularité des compétences et en rajoutant des micro-événements dans les combats qui ne sont pas prévus directement dans les règles, mais qui provoquent des ruptures dans le flow habituel pour pousser à réfléchir différemment, ou juste à observer une scène un peu cinématique. Et par rapport aux cinématiques, voilà,
rajouter des phases de déplacement un peu gratuites qui proposent des replacements qui peuvent être sujets à des octrois de bonus quand les gens ont des bonnes idées, ça peut être cool aussi. Donc je vais m'arrêter là et puis je vous dis à une prochaine fois. Tchuss!